Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue donc pour cette session des Proléo Bio 2025 pour la région Centre et Ouest, organisée par Terrinovia et ses autres partenaires cette année. Donc cette session Proléo Bio sera très axée protéagineux, pour donner un petit peu le change aux sessions précédentes, qui étaient plutôt oléagineux. Donc cette année, nous aurons 4 interlocuteurs avec une vision un petit peu filière, notamment pour tout ce qui est poids protéagineux et févrole. Donc voici la localisation de vos interlocuteurs et puis éventuellement leurs adresses mail pour les contacter directement. Donc nous aurons Cécile Le Gall pour Terre Innovia et Claire Ortega pour Terre Univia qui nous viennent de la région parisienne. Donc Jérôme Fillon de la région Centre pour Axéréal. Sébastien Courtois pour l'UFAB de Noyelles-sur-Vilaine, juste à l'est de Rennes. Et puis moi-même, donc Thomas Méard, pour Terre Innovia, basé juste à côté de Rennes. Donc en termes de programme aujourd'hui, 4 interventions, je disais. Une première donc sur tout ce qui est conjoncture de la filière des oléoprotéagineux en agriculture biologique, donc présentée par Claire Ortega de Terre Univia. Une seconde intervention sur les enjeux de la multiplication des semences de protéagineux en bio, qui sera donc présentée par Jérôme Fillon d'Axéréal Bio. Les différents résultats des essais variétés et itinéraires techniques des févroles d'hiver et des févroles de printemps semés à l'hiver, donc présentés par Cécile Le Gall de Terrinovia. Et nous finirons avec une intervention de Sébastien Courtois de l'UFAB autour de la valorisation des protéagineux en alimentation humaine, avec la création d'une filière alimentation humaine, févrole et pois bio. Et donc pour la suite, je passe la parole à Claire Ortega. À toi, Claire. Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire aujourd'hui un petit tour d'horizon sur la conjoncture de la filière des oléoprotéagineux bio. Alors, j'ai pris un peu de hauteur, je vais parler aussi un petit peu de céréales, enfin du global grande culture, et essayer de faire au maximum des focus sur les oléopros. Ouais, merci. Donc, d'une manière générale, on a observé une vague de conversion entre 2015 et 2021 à l'agriculture biologique. Ce qui a conduit à une très forte hausse de surface conduite en bio, donc de surface de grande culture conduite en bio à cette période-là, une multiplication par 2,5 en 6 campagnes et un nombre d'exploitations multiplié par presque 2. En conséquence, il y a une très forte hausse de la collecte, alors qui est moins linéaire que la hausse des surfaces due aux variations de rendement, mais qui existe quand même en 5 campagnes entre 2018-19 et 2022-23. On a multiplié la collecte par 2,2 pour atteindre le seuil symbolique d'1 million de tonnes collectées en 2021-22. Et donc cette progression, elle s'observe à la fois pour les céréales et pour les oléoprotéagineux. Et sur le million de tonnes collectées à partir de 2021-22, on a un peu plus de 200 000 tonnes d'oléopro. Donc voilà, 219 000 en 2021-22. En parallèle donc, de cette forte augmentation de la surface, on a à partir de 2021 la consommation de produits bio. Alors là, ce sont des chiffres de l'agence bio, tout produit confondu, qui commence à diminuer. Un premier repli constaté à la sortie du Covid, où on perd 1,3% de consommation bio. Et après, un repli un peu plus appuyé entre 2021 et 2022, induit par une forte baisse du pouvoir d'achat et donc des consommateurs qui se détournent du bio, en sachant que les premiers produits touchés étaient des produits plutôt animaux. Donc là, ça impacte plutôt la consommation de grains bio par les cheptels. Mais on constate également des replis donc, sur les produits de la filière. Donc là, on le voit à gauche, les ventes en grande distribution d'huile bio ont diminué depuis 2020. Et, euh, et alors pour les légumes secs, bruts et apertisés, on a une diminution forte de la consommation à partir de 2021. En parallèle de cette baisse de consommation directe consommateur, on a des épisodes de grippe aviaire répétés qui affectent le cheptel volaille, en sachant que
la volaille est prépondérante dans la production d'aliments du bétail. Donc, ce qui a été constaté, c'est d'abord une croissance à 2 chiffres, en gros, de la production d'aliments du composé biologique entre 2007 et 2021, et après un très fort repli causé à la fois donc par le retrait de la consommation de produits animaux bio, comme je le disais juste avant, mais également par ces épisodes de grippe aviaire qui contribuent à diminuer le cheptel volaille et donc le besoin en aliments du bétail bio à destination des volailles. Et en conséquence, ouais, merci. Et comme l'aliment du bétail bio, c'est le premier débouché des céréales et des protéagineux, 40 à 50% des volumes, on a une très forte baisse de la consommation de céréales et de protéagineux bio et aussi de tourteaux, même si on n'a pas de statistiques pour illustrer ça. À noter quand même que les protéagineux sont un peu moins impactés, moins 9% que les céréales, voilà, entre les campagnes 21-22 et 23-24. Suite à cela, on a donc finalité de la très forte hausse de surface, on a une collecte qui continue d'augmenter. On atteint un record en 2023-24 de la collecte de grains biologiques. Et à côté, on a ce recul de consommation, ce qui conduit à des forts excédents de production, notamment sur les céréales et sur le tournesol. Alors, sur le tournesol, les chiffres ne sont pas présentés là dans le bilan, puisqu'on n'a pas de bilan de tournesol bio. Mais voilà, les retours marché, c'est qu'il y avait trop de production de tournesol aussi. Et du coup, en 2023-24, en raison de ces forts excédents de production, on a un tiers de la collecte de bio qui a été déclassé en conventionnel ou qui a été exporté à bas prix pour se débarrasser de la marchandise. Les protéagineux et le soja sont moins touchés par ces excédents de production parce qu'on a un déficit structurel de production de matières riches en protéines pour l'alimentation, enfin pour la consommation associée. Face à ces difficultés de marché, on commence à observer un ralentissement des conversions et une accélération des déconversions. Et ces difficultés, voilà, les difficultés de marché étant appuyées par des difficultés techniques également. Au final, en 2023 et en 2024, on a davantage d'arrêts de l'agriculture biologique que de nouveaux convertis. Donc mécaniquement, on a une baisse de la sole cultivée en grande culture biologique et cette baisse s'accentue encore plus parce que il y a des mises en herbe massives aussi de surface qui restent bio mais qui ne sont plus destinées à des grandes cultures mais à par exemple de la luzerne. Et donc au final, on a une première baisse de la sole bio donc qui avait atteint un record à peu près 770 000 hectares en 2022, une première baisse de 25 000 hectares entre 2022 et 2023, et une très forte baisse entre 2023 et 2024 de 93 000 hectares, soit un peu plus de 12% de la sole. Et sur le pool de cultures très diversifiées cultivées en bio, le blé tendre, le soja et le tournesol, qui étaient les 3 principales cultures, sont les plus touchées par ces baisses de surface. Plus spécifiquement, sur les oléoprotéagineux, donc vous voyez en haut à gauche l'évolution de la surface par groupe d'espèces oléagineux, protéagineux et légumes secs. Ce qu'on constate, c'est que la surface d'oléoprotéagineux diminue fortement entre 2022 et 2024, et cette baisse est particulièrement tirée par les oléagineux, avec de fortes baisses, notamment dans les régions les plus productrices, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Côté protéagineux, la baisse est beaucoup moins marquée, moins de 9% à peu près entre 2022 et 2024, en sachant qu'il y avait déjà eu une forte baisse entre 2021 et 2022. Et pareil, ça concerne les principales régions productrices, une nouvelle fois Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Bourgogne-Franche-Comté. Et à l'inverse, on a une légère progression de la hausse des surfaces de légumes secs de 12,5%. Un petit focus régional. Donc, comme on le voit, alors les régions sont classées de gauche à droite par valeur absolue de la surface. Donc, l'Occitanie a le plus de surface est à gauche, PACA en a le moins est à droite. Ce qu'on constate, alors il y a peu de régions
où la surface d'oléoprotagineux bio progresse sur ces 2 années. La Bretagne en fait partie, avec les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Dans les autres régions, il y a des baisses constatées pour partout et principalement dans les principales régions, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Pour les autres régions qui nous concernent aujourd'hui, la Normandie, les Pays de Loire et le Centre-Val de Loire, on constate également sur 2 ans des légères diminutions, mais qui sont moins fortes, voilà, que dans les bassins principaux de production de bio. Plus particulièrement au niveau cette fois des espèces, donc on l'a vu, une très forte baisse de la surface d'oléagineux. C'est principalement le tournesol et le soja qui baissent. Le tournesol, une baisse de 22,6% de la sole en 2024 par rapport à 2023. En région, on se rappelle d'une météo pluvieuse qui a empêché une partie des semis et des difficultés de marché rencontrées en 2023 qui font que c'est moins intéressant de cultiver du tournesol. Côté soja, on a une baisse qui est quand même forte, à 13,6%. Et là, ce n'est pas lié à des difficultés de marché, mais plutôt à des difficultés techniques, notamment dans le sud-ouest, avec des ravageurs de fin de cycle qui produisent de gros dégâts aux champs. Les surfaces de colza sont relativement stables, à 13,5 000 hectares, et les surfaces de lin sont en hausse, très légères, sur la même période. Côté protéagineux, juste avant, encore avant. Merci. Côté protéagineux, on a des surfaces de poids qui diminuent depuis 2020 très fortement en raison de difficultés techniques importantes. La Févrole avait entamé une petite baisse, mais est repartie à la hausse en 2024 en raison de bons résultats en 2023. Et ensuite, côté pois chiche, on a une progression plus ou moins rapide, mais existante depuis 2020 à peu près. Et donc, cette progression continue. Et les lentilles, qui avaient connu des baisses de surface en raison de difficultés techniques, repartent un petit peu à la hausse en 2024 en raison de contrats de production qui étaient favorables à l'implantation de lentilles. La campagne suivante, 2024-25, on s'en rappelle, les conditions météo ont été particulièrement difficiles et ont causé des baisses de rendement très très fortes, cumulées à un recul des surfaces important. Au final, la collecte de grains bio, toutes cultures confondues, diminue très fortement par rapport à 2023-24. On passe de 1 150 000 tonnes à 740 000 tonnes, donc une baisse de plus d'un tiers de la collecte. Les oléoprotéagineux sont également touchés, avec une baisse de 25% de la collecte entre 2023-24 et 2024-25, après le record de 2023-24 à 257 000 tonnes. Les principales cultures touchées sont le tournesol, qui représente le plus gros volume en plus de ça, moins 46% de la collecte, le soja, moins 9%, les protéagineux, moins 26%, sachant que c'est principalement une par plus de 2. Et les légumes secs, à l'inverse, progressent encore, et ça, c'est principalement le fait de la lentille qui progresse énormément, alors que le pois chiche diminue légèrement. Ouais, merci. Côté utilisation, donc les oléagineux, on le sait, donc sont pour la grande majorité triturés. On a une capacité de trituration de graines bio qui s'est fortement développée sur les 10 dernières années. Aujourd'hui, on compte à peu près 20 usines, dont 10 sont vraiment spécialisées dans le bio, dont une dans votre région à Craon, qui fait du soja bio. Sur le soja, on estime la capacité de trituration annuelle à 100 000 tonnes, avec une forte progression depuis 10 ans, finalement un quasi-doublement. En 2023-24 et 2024-25, on a trituré un peu plus de 80 000 tonnes, avec une partie d'import relativement importante. Et à noter que le deuxième usage du soja, c'est l'alimentation humaine, et ça représente 10 à 15% des volumes collectés chaque année. Côté colza et tournesol, la capacité de trituration est estimée à 80 000 tonnes pour les deux espèces.
En 2023-24, on avait eu un record de trituration de tournesol, après le développement de nouvelles capacités de trituration. En 2024-25, la forte baisse de disponibilité de tournesol a conduit à réduire la quantité de tournesol trituré d'environ 11%. On estime, après enquête, la quantité triturée à 65 000 tonnes. Les tourteaux issus de ces usines sont destinés aux fabricants d'aliments du bétail, qui sont souvent adossés aux usines de trituration. L'huile de soja est valorisée en alimentation animale et les huiles de colza et tournesol sont valorisées en alimentation humaine. Côté protéagineux, à date, le principal débouché, c'est l'utilisation par les fabricants d'aliments du bétail, qui représente 56% des utilisations de graines en 2024-25. Et donc là, j'ai remis les bilans d'utilisation produits par France Agrimaire pour le total protéagineux, donc pois et févrole. Ce qu'on constate, c'est que l'utilisation par les FAB donc, a un petit peu diminué avec la baisse des volumes totaux d'aliments produits et que ça suit à peu près les variations. Quand il y a des très fortes collectes, il y a un peu plus d'utilisation par les FAB. Néanmoins, les très fortes collectes conduisent aussi à des taux d'export plus importants. On sait que l'obligation d'utiliser 100% de matières premières biologiques dans les aliments du bétail, alors que historiquement, il y avait une tolérance de 5% de matières premières conventionnelles autorisées, généralement pour des compléments protéiques, contribue à limiter un petit peu l'utilisation de protéagineux par les FAB, et donc il y a souvent des exports de protéagineux bio, notamment vers les pays nord communautaires. Voilà. Et des débouchés en alimentation humaine émergent, voilà, et on en parlera en fin de webinaire. Côté demande, on a constaté des signaux de reprise en 2024 avec une hausse de 0,8% de la consommation de produits bio, tous produits confondus. En ce qui concerne nos produits, entre 2023 et 2024, on constate également une augmentation des ventes d'huile bio en grande distribution, comme on le voit sur le petit graphique en bas à gauche. Alors, l'ensemble des huiles progresse, notamment tiré par l'huile d'olive. L'huile de tournesol la consommation d'huile de tournesol continue de diminuer. Côté légumes secs bio, brutés et apertisés, malheureusement en 2024, on a encore un repli de la vente de ces produits-là en grande distribution, qui est plus forte sur l'apertisé que sur les produits bruts. Le point positif, c'est que en restauration hors domicile, on constate une augmentation de l'utilisation de légumes secs bruts et apertisés, en sachant que ça correspond à des tout petits volumes. Donc, c'est des grosses hausses sur des volumes très petits au départ. Et donc, au final, entre la forte baisse de la production en 24-25 et cette reprise de la consommation, on a un bilan, donc la céréale plus protéagineux, qui est beaucoup plus équilibré entre l'offre et la demande. On n'a pas il n'y a pas eu de fort taux de déclassement en 2024-25. Et on a eu une balance export moins import légèrement déficitaire, mais pas non plus d'export pour écouler de la marchandise. On était beaucoup plus équilibré en termes d'offre-demande. Et la dernière slide, la diapo de conclusion. Donc, pour reprendre un petit peu le fil chronologique du propos, on a été confronté à des difficultés de marché successives, et notamment en 2023-24, de forts excédents de production. Ces difficultés de marché ont mis à mal tous les maillons de la filière, à la fois les producteurs, mais également les collecteurs, parce que forcément on se retrouve avec un volume de collecte moindre, donc c'est impactant. Et également les transformateurs, pour les difficultés pour les baisses de consommation. Et donc la campagne 2023-24 a été très compliquée.
La campagne suivante est compliquée également avec la forte baisse de collecte, mais ça a permis, si c'est le point positif qu'on doit retenir, d'assainir un petit peu les bilans, de ne plus avoir de forts excédents de production qui impliquent de brader de la marchandise et de remettre de la valeur dans la chaîne, dans la filière. Et donc, ça souligne l'importance maintenant de réussir à maintenir une bonne adéquation offre-demande, hein. Nous, c'était surtout le tournesol dans la filière qui a été touché par ces aléas de marché. Ça doit être aussi le cas sur les petits marchés, par exemple la lentille, où on sait qu'on arrive vite à de la surproduction, comme la campagne qui s'annonce probablement, et qu'on n'arrive pas à écouler derrière. En parallèle de ça, il y a quand même des défis techniques sur les légumineuses à graines pour avoir des performances qui sont plus stables et donc permettre aussi de développer la consommation soit sur de nouveaux segments comme l'alimentation humaine, soit de sécuriser l'alimentation animale. Et un message aussi qu'on retient des campagnes précédentes, c'est pour les agriculteurs, l'idée c'est qu'on arrive à savoir dès le début de la campagne la production qui est disponible pour éviter d'importer trop et de devoir en fin de campagne exporter de la marchandise française et voilà, d'être plus aligné en termes d'import et d'export et pour coller à l'offre et la demande. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Claire pour ta présentation, c'était très clair. Alors il y a une question dans le chat, donc pour toute la partie spectateurs, n'hésitez pas à interagir avec les présentateurs, hein, via le chat, hein, et à poser vos questions. Donc moi je me ferai votre voix à chaque session, hein, de questions en fin d'intervention. Donc il y a une question dans le chat sur comment fait-on pour estimer tout simplement les rendements d'un point de vue global, et notamment les pertes de rendement dues à la pression parasitaire. Donc Claire, est-ce que je peux te laisser faire une réponse macro, puis je vais essayer de répondre, hein, pour la partie perte de rendement Oui. due à la pression parasitaire. Alors, ça va être très rapide puisque en fait, dans les statistiques nationales Agrest, il n'y a pas d'estimation de rendement pour les cultures bio de toute manière. Et donc dans les bilans France Agrimaire, on ne travaille pas avec des productions, mais bien avec des collectes. Et donc déjà, il n'y a pas d'estimation de rendement, donc c'est encore plus délicat d'avoir des estimations de perte de rendement. Après, c'est à dire d'experts. Voilà, donc pour reprendre, hein, la partie à dire d'experts, donc il y a différents moments d'échange entre Terre Innovia, l'Institut technique, et Terre Univia, l'interprofession des oléoprotéagineux, où on essaye d'approcher, de faire un petit peu le bilan région par région de comment s'est passé les différentes campagnes. Mais là encore, on est sur à dire d'experts, c'est-à-dire on est sur du ressenti et un petit peu pas forcément du mesurer, sauf situation exceptionnelle où on arrive vraiment à le mesurer dans les différents essais que l'Institut technique arrive à mettre en place. Voilà. Donc pour poursuivre sur les questions, moi j'avais une petite question claire. Il y a eu une forte baisse de collecte, notamment tournesol sur la récolte 2025. 24. 2024, pardon, excuse-moi, Ouais. 2024. Ma question c'est, est-ce que j'ai pour mémoire qu'on avait beaucoup de tournesol dans les silos en stock? Est-ce qu'on a consommé ce stock-là? Et est-ce que on pourrait avoir, pourquoi pas, une remontée des prix à l'avenir, ou c'est trop difficile de jouer à Madame Irma? Ouais. Les stocks, en fait, les gros stocks de la campagne, du coup, de la récolte 23 avaient été écoulés en fin de campagne en déclassement, que ce soit pour les céréales ou pour le tournesol. Donc, au final, en 24, la baisse de la collecte, il y avait plus tant de stocks que ça quand on s'est retrouvé confronté à cette très forte baisse de collecte. Au final, les stocks sont rééquilibrés. Sont de nouveau à des niveaux, on va dire, moyenne historique. Par contre, les prix de la graine en tournesol bio commencent à bien remonter sur les derniers mois.
notamment en prévision de collectes qui seront peut-être pas très aussi élevées qu'attendues. Ça marche, merci pour ton retour. Et donc je note la conclusion un petit peu pleine d'espoir après ces années un petit peu difficiles. Quelques signaux qui reviennent au vert, donc le meilleur est à venir, tant mieux. Donc pour la suite, on va changer, on va commencer un petit peu au tout début hein, de ce qui fait l'agriculture. C'est la semence, c'est la graine. Donc je vais passer la parole donc à Jérôme Fillon d'Axéréal Bio qui va donc nous présenter les enjeux de la multiplication de semences. Bonjour à tous. Donc, je vais tout d'abord me présenter l'entreprise, donc Axéréal, coopérative du centre de la France, hein, comprise, on va dire, pour simplifier, de Paris à Clermont-Ferrand. Donc, qui est présente sur l'activité bio depuis plus de 30 ans, hein, 35 ans maintenant de collecte, et sur le métier de la semence bio depuis 1997, donc on va dire plus de 25 ans aussi. De mon côté, je suis sur l'activité bio depuis 2003 et donc en charge exclusivement du dossier semences maintenant depuis 2017 précisément. Aujourd'hui, au niveau d'Axéréal, la production de semences bio couvre environ 3000 hectares, dont pratiquement un tiers sur des protéagineux. Voilà un petit peu sur la présentation, on va dire, rapide de l'entreprise et de notre activité. Ensuite, on va pouvoir passer à la slide suivante. Hop. Voilà, merci. Donc, les enjeux de la multiplication, chez nous, c'est tout d'abord, le premier intérêt, c'est de répondre aux attentes du marché et des producteurs. Hein, essayer de suivre les besoins de la transformation, d'évoluer avec ces besoins et de répondre au mieux à toutes ces demandes de transformation avec nouveaux débouchés qui sont actuellement travaillés. Pour ça, il faut travailler en amont avec les obtenteurs. Tous ces obtenteurs nous présentent leurs nouveautés, leurs variétés, avec des essais que l'on regarde de très près. Et quand on a fait ce choix, après, on suit d'autant plus près nos parcelles qui sont en multiplication pour mettre justement en avant ces variétés-là. Après, notre grosse difficulté aujourd'hui, ça a été, et maintenant, avec le temps, on a pu évoluer, ça a été de trouver les producteurs qui se motivent pour faire cette production de semences, hein, notamment sur les protéagineux. C'est un peu plus compliqué que sur les céréales, hein, si on veut faire le parallèle. Donc, la difficulté, c'est de vraiment se créer un réseau de multiplicateurs. Parce qu'il y a quand même quelques contraintes hein, d'isolement des lots, de nettoyage de tout le matériel, de stockage aussi avec des conditions qui sont pas forcément toujours très faciles, hein, puisque les graines de protéagineux sont fragiles. Ensuite, il faut aussi bien choisir les parcelles, parce que sur les semences de protéagineux, notamment les févroles, on a besoin d'un isolement relativement important avec d'autres parcelles voisines. Évidemment, on est sur de la production de semences, donc on est assez exigeant aussi sur la propreté des parcelles, hein, pour faciliter le travail derrière de l'usine. Et puis, on a des règles aussi sur les précédents, on ne peut revenir plus de 3 ans. Sur les 3 dernières années, il ne faut pas qu'il y ait de légumineuses produites sur ces parcelles-là. Ensuite, quand on a passé cette étape de production, où on fait aussi quand même des contrôles au champ réguliers, hein, avec des personnes qui sont agréées, on arrive à l'étape fabrication. Donc on a au sein de l'usine qui fabrique les semences bio, un laboratoire d'analyse qui est agréé par le SOC, donc par toute la filière semences.
Ces analyses sont, on va dire, répétées à plusieurs étapes du process, c'est-à-dire qu'on a un échantillon récolte qui nous est renvoyé par les agriculteurs. Ensuite, quand on fait rentrer les lots à l'usine, on revérifie la qualité des lots. Et ensuite, après triage, on revalide à nouveau les germinations, enfin, tout ce que l'on doit respecter au niveau de normes de certification. Et si besoin, même après triage, après ensachage, on refait encore une analyse. Voilà, donc c'est quand même assez laborieux au niveau des analyses, hein, sur le travail de l'usine. Donc, non, un petit peu retour sur la diapo précédente, s'il vous plaît. Merci. Donc, la réception usine se fait uniquement après les échantillons récoltes parce qu'on ne veut pas manipuler des marchandises inutilement quand on a des soucis de germination notamment. Et à l'usine, on a un investissement qui a été important pour arriver à travailler les lots et à les ramener aux normes de certification dans un délai très court, hein, puisque la récolte se fait courant de l'été, hein, juillet-août, pour des mises à dispo à partir de mi-septembre pour les premiers semis dans certaines zones. Donc voilà, on a différents outils, hein, qui permettent de trier, de ramener aux normes tous ces lots. Oui, voilà. Derrière, le travail de l'usine nous permet d'arriver à ces normes de certification qui sont réglementaires, qui sont les mêmes en bio qu'en conventionnel, hein. Du coup, on a le cahier des charges bio plus la réglementation semences à respecter à tous les niveaux. Et donc, chaque lot de semences certifiées doit justifier d'une germination minimum de 80%, sachant que les délais d'analyse sont à chaque fois de 8 à 10 jours, hein. Je vous ai parlé de 3 voire 4 analyses pour chaque lot. Ben, c'est tout de suite un mois d'analyse qui nous font des délais supplémentaires. Et donc, sur la certification, on a une pureté spécifique de 98% sur ces graines protéagineuses. Et j'ai mis quelques chiffres aussi pour évoquer un petit peu à l'heure actuelle où on en est sur nos triages de protéagineux d'hiver, hein, puisque le printemps n'est pas encore démarré. Mais voilà, en gros, les écarts de tri sur des lots de semences, ben, on écarte pratiquement 20% sur des févroles et un peu plus de 10% sur des pois au triage. Alors ça peut être des lots soit sales, soit des débris végétaux, mais on peut aussi avoir des grains bruchés, troués, que l'on élimine soit par la table densimétrique, soit au trieur optique aussi. Donc tout ça, c'est le travail du responsable de l'usine et de ses équipes sur le site. Merci Jérôme, merci beaucoup. Alors, il n'y a pas de questions dans le chat, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas pour la partie spectateur, hein, à poser vos questions et à échanger avec, via le chat. Moi, j'avais quelques questions pour le coup, Jérôme. Est-ce que tu as observé un effet année plus ou moins important et comment est-ce qu'il peut se traduire, je pense notamment à toutes les années humides, dans la qualité des lots que vous arrivez à sortir, hein, de l'usine? Euh, on arrive à gérer en utilisant justement la grande zone géographique sur laquelle on travaille. Parce qu'on répartit aussi nos contrats de production sur différentes zones de manière à sécuriser la production d'une année sur l'autre. S'il y a des zones plus touchées certaines années, ben on peut se rattraper sur d'autres secteurs. Voilà, on travaille beaucoup sur cette zone géographique et puis ben, on essaie de cibler aussi ben, des conditions idéales, c'est-à-dire des gens qui sont en terre légère avec irrigation si possible ou après des zones plus profondes, un petit peu adaptées au type de culture. Quand on parle protéagineux, on va avoir aussi des protéagineux de printemps. Protéagineux de printemps, effectivement, on est encore sur des conditions un peu plus compliquées, hein, parfois. Et là, ben, on essaie de motiver les producteurs
et puis éventuellement de s'écarter de notre zone habituelle pour arriver à faire des productions dans des conditions, on va dire, acceptables. Merci Jérôme. Alors, tu as évoqué hein, le thème de la bruche hein, que vous arriviez à gérer hein, via table densimétrique, hein, donc triage ou trieur optique. Il y a une petite question dans le chat hein, à propos plutôt de tout ce qui est traitement de semences. Alors forcément avec un panel de ce qui peut être autorisé en bio hein, qui est très très restreint. Alors quelle méthode ou produit vous utilisez le plus et pour gérer quel type de problématique? Alors je pense que la question traite des protéagineux, et là pour le coup c'est peut-être un petit peu plus large, et je pense aux céréales notamment. Oui, oui, certainement, parce que sur protéagineux, aujourd'hui, on n'a pas de solution de protection de semences en tant que telle, hein. On a potentiellement des complexes d'oligo-éléments pour stimuler un petit peu la plante au démarrage. À ce jour, nous, on n'a pas fait ce choix-là pour le moment. On a testé quelque chose, on a des pistes, mais pour l'instant, on n'a pas tranché encore sur ce sujet-là. Tout simplement parce que d'un point de vue industriel aussi, on ne peut pas démarrer des petites séries. Donc, si on fait, on va faire pour l'ensemble de la production de semences. Aujourd'hui, il faut savoir que ne serait-ce que si on parle de la févrole d'hiver chez nous, aujourd'hui, c'est 6 à 7 000 quintaux par an de production de semences. Donc voilà, c'est des enjeux qui sont importants. Si on se décide à mettre une protection, on va dire, sur la semence, ben, ça va impacter aussi le prix de la semence pour l'ensemble des producteurs et sur un volume conséquent, quoi. Donc voilà, après, effectivement sur céréales, c'est un autre sujet, on va dire, notamment cette année avec l'arrêt d'un produit qu'on avait mis en avant depuis déjà quelques années. Merci Jérôme. Donc on a bien vu comment ça s'appelle, le côté cahier des charges précis et puis le niveau aussi technique et, et d'équipement des agriculteurs, un multiplicateur hein, de votre réseau. Est-ce que c'est de plus en plus dur de trouver des agriculteurs multiplicateurs ou est-ce que aujourd'hui vous avez un réseau qui est suffisant tous les ans ou c'est tous les ans un petit peu la course pour trouver du monde? Alors je dirais ça s'est amélioré alors, sans doute avec les dernières vagues de conversion, hein. Donc depuis 5-6 ans, on a un peu moins de mal à trouver des multiplicateurs. Et depuis 2-3 ans, on trouve, je dirais, majoritairement plus facilement presque des producteurs de protéagineux. Mhm. Donc ça s'est largement amélioré de ce côté-là. Mais c'est tout un travail aussi qu'on a pu faire en interne sur la motivation des producteurs, la valorisation de la production de semences aussi. Hein, c'est un ensemble. Et puis un accompagnement technique, hein, évidemment, hein, sur les qualités de récolte pour mener à bien la production de semences. On a pu connaître, moi j'ai quelques souvenirs des années de production où on avait, après triage à l'usine, on avait sorti seulement 20% des lots en termes de qualité certification. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ça fait 4 ou 5 ans où on est, allez, je dirais, autour de 70, 80, voire 90% des lots qui sont certifiés. Donc il y a aussi, d'un point de vue technique, une amélioration. On appuie fortement sur la qualité de récolte, les humidités de récolte, la manipulation des graines, hein, à la récolte, au stockage et à la reprise pour aller à l'usine. À l'usine, on ne l'a pas cité, mais on a aussi l'usine qui est équipée d'un système de chute pour graines fragiles, un système de toboggan, finalement, qui ne fait pas tomber la graine de haut jusqu'en bas, mais qui accompagne la graine jusqu'en bas, quoi. Donc on a tous ces systèmes-là pour protéger la graine et essayer d'améliorer la qualité des lots à la sortie. Donc, graines fragiles et un travail aussi dans des délais qui sont extrêmement courts, puisque des févroles d'hiver qui vont être récoltées fin juillet, début août en fonction des secteurs, peut-être mi-juillet, plus sur vos zones de production. Ouais. Là, pour le coup, les outils tournent à plein, hein, il me semble, Jérôme, en ce moment même. Oui, 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 Dernière on est à question. fond. Dernière question du chat, donc question de Cécile pour le coup. Il y a combien de variétés qui sont multipliées à peu près chaque année en févrole, en pois, en protéagineux globalement? Et moi je vais rajouter une petite question derrière, est-ce que il existe hein, des variétés qui agronomiquement
sont intéressantes, mais qui, d'un point de vue qualité semence, ne fonctionnent pas bien en fait. Alors ça, c'est des choses que l'on a vues. Alors en nombre de variétés, je dirais c'est relativement limité sur les protéagineux. Hein. Euh, Au niveau France, je ne saurais pas répondre exactement, j'ai pas en tête les chiffres, mais je pense qu'en févrole d'hiver, par exemple, il y a une petite dizaine de variétés. Je pense qu'en févrole de printemps, c'est même encore moins que ça. C'est plutôt 3-4 variétés, à mon avis, multipliées en bio. En pois d'hiver, il y a une dizaine de variétés aussi, et je pense à peu près autant en pois de printemps. Si on parle que de ces espèces-là, après, il y a un peu de pois chiches, lentilles, effectivement, hein, mais voilà. Après, sur des variétés compliquées à produire, oui, je dirais encore plus vrai en pois qu'en févrole. Où on a quand même, depuis des années, on a constaté une fragilité plus importante, souvent sur des pois protéagineux à gros PMG. Donc on a une tendance à casser un peu plus facilement et donc à perdre la qualité germination. Et une toute petite dernière question pour faire le lien un petit peu avec la suite du webinaire. Est-ce que vous proposez tout simplement de la multiplication spécifique? Je pense par exemple à des févroles sans vicine, convicine, qui seraient adaptés à de l'alimentation humaine ou ce type de choses, pour de la multiplication de semences. Donc là, pour le coup, des contrats sécurisant la production de semences. Non, oui, tout à fait, hein, c'est ce que j'ai mis au début de la présentation, où on essaie de s'adapter aux besoins du marché, et notamment ce marché de faible vicine-convicine. Aujourd'hui, on n'a que des variétés de févrole de printemps sur ce créneau-là. Donc on est exclusivement, nous chez nous, on est exclusivement sur ce type de variété, justement, qui peut le plus, peut le moins. Donc à partir du moment où on a ce type de variété, ben, on va couvrir l'ensemble des besoins du marché, quoi. Par contre, aujourd'hui, effectivement, on n'a plus de variétés à fleurs blanches, donc sans tanin. On a des demandes chaque année, mais il n'y a plus rien sur le marché et il n'y a plus de production du tout, quoi. Donc on est un peu en panne sur ce marché-là qui pourrait nous aider à développer la production. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, pour rappel, hein, les variétés à fleurs blanches sans tanin qui sont adaptées à tout ce qui est alimentation des monogastriques, porc et volaille au premier chef. Merci beaucoup, Jérôme, hein, pour ton intervention. De rien. N'hésitez pas à poser les questions dans le chat encore après les interventions. On y répondra par écrit s'il n'y a plus de créneau questions, tout simplement pour y répondre. Donc on va enchaîner un petit peu donc, cette présentation sur le métier de la production de semences avec une présentation là pour le coup sur l'évaluation de ces variétés et les différents travaux qui sont menés en interne à l'Institut technique Terre Innovia. Donc je vais passer la parole à Cécile Le Gall qui va nous parler févrole. Bien, bonjour à tous. Donc là, moi, je vais vous faire un retour en fait sur les premiers essais qui ont été conduits donc depuis 2023, donc au sein de l'Institut et puis surtout avec nos partenaires. On en reparlera après pour justement voir si on pouvait semer de la févrole de printemps à l'automne tout en obtenant de bonnes performances sur ces variétés. Donc, vous voyez que ça a mobilisé quand même pas mal de monde au sein de l'Institut. Donc, on est 4 collègues voilà, à avoir travaillé sur cette présentation avec un rôle très important donc, de Benjamin Delay et de Blandine Raffio qui vous sont cités en premier. Et on peut passer à la diapo suivante. Alors, pourquoi on s'est penché en fait sur cette thématique? L'idée, c'était de pouvoir sécuriser la production de févrole de printemps au niveau national pour alimenter les différents débouchés. Tu peux passer. Voilà, même la deuxième, encore comme ça sera fait d'un seul coup. Pourquoi? Alors, parce que la févrole de printemps, en fait, elle peut intéresser donc différents débouchés qu'il est plus ou moins difficile d'adresser aujourd'hui. Donc, on vient d'en parler un petit peu. Donc, contrairement à la févrole d'hiver, il y a certaines variétés de févrole de printemps donc, qui présentent une faible teneur pour un facteur antinutritionnel qu'on appelle la vicine-convicine. Donc, ce qui permet d'adresser certains marchés qui sont peu ou pas accessibles pour ces autres variétés. Alors, les effets de la vicine, en fait, de la vicine et de la convicine, ils sont embêtants pour les monogastriques uniquement. C'est-à-dire que pour les ruminants, c'est un facteur antinutritionnel qui est dégradé dans le rumen, donc ça les dérange pas plus que ça. Par contre, pour les monogastriques qui ne sont pas équipés de rumen, là, ça pose souci.
Donc, sur les poules pondeuses, notamment, on a pu voir dans des essais historiques une diminution en fait, du rendement de ponte, de la qualité des œufs qui sont plus fragiles. Et chez les humains, en fait, ça pose un problème, j'allais dire presque plus important. Pour les personnes qui sont atteintes d'une maladie bien spécifique qui entraîne un déficit donc en G6PD, une exposition en fait à la vicine-convicine en fait peut entraîner une hémolyse aiguë. Et donc cette réaction qui s'appelle le favisme, ça peut conduire à une anémie. Et donc vous pouvez imaginer les conséquences derrière. Donc c'est-à-dire que pour les marchés, j'allais dire à destination de l'alimentation animale et des poules pondeuses, qui est quand même assez majoritaire aujourd'hui chez les fabricants d'aliments du bétail bio, l'utilisation de févrole avec de la vicine-convicine, c'est vraiment pas le top, on va dire. Ça reste faisable, mais c'est pas le top. Mais aujourd'hui, c'est bien ce qui se fait majoritairement. Et par contre, pour une destination à l'alimentation humaine, une févrole avec vicine-convicine, c'est pas possible. Donc de toute façon, là, on est obligé de vraiment shifter de variété si on veut adresser ces débouchés-là. On va en parler un petit peu. On va en parler un petit peu avec la dernière intervention, même un petit peu beaucoup. Donc je vais pas m'étendre là-dessus. Mais on voit que depuis quelques années, voilà, il y a quand même des tressautements, voire plus que des tressautements au niveau du marché pour développer des débouchés vers l'alimentation humaine qui comprennent notamment la févrole. Et tu peux passer à la diapo d'après. Tu peux tout dérouler. Donc aujourd'hui, on a un réel intérêt pour pouvoir utiliser ces variétés de févrole de printemps pour ces débouchés un peu spécifiques. Mais ce que l'on constate sur le terrain, c'est qu'on a des difficultés à la produire durablement pour plein de raisons différentes. Il y a des questions de difficultés d'implantation parce que soit les printemps sont trop humides, soit ils sont trop secs. Bref, la févrole a du mal à s'implanter. Des questions aussi de désherbage. Quand les printemps sont trop humides, eh ben, on n'arrive pas à passer les outils mécaniques. Et surtout, on en reparlera après, des grosses problématiques de stress hydrique et de stress thermique à floraison. Donc, on s'est posé des questions pour voir si on ne pouvait pas adapter l'itinéraire technique en fait, pour arriver à sécuriser cette production de févrole de printemps. Tu peux passer à la diapo suivante. Et notamment, ce qu'on a regardé, c'est finalement, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est comment on pourrait éviter les deux principaux freins à la production que nous, on a notés, qui sont des freins sur lesquels, en fait, on ne peut pas jouer, j'allais dire. C'est les stress thermiques et les stress hydriques. Alors là, je vous ai remis, en fait, dans ce tableau, ce que ça vous présente, c'est finalement une évolution d'un indicateur de stress thermique, donc qui vous est explicité à gauche du tableau. C'est en fait pour deux stations météo en France, donc Dijon et Rennes, on va un petit peu extrémiser les zones géographiques. Finalement, la somme de température supérieure à 25 degrés, pour chaque jour où cette température maximum est supérieure à 25 degrés. Alors pourquoi 25 degrés? C'est que dans les essais historiques qu'on a pu mener sur la févrole, on s'est aperçu que lorsque la température maximale dépasse 25 degrés, pour chaque tranche de 10 degrés cumulés au-dessus de 25 degrés chaque jour, eh ben, on observe une perte de rendement d'environ 2 quintaux en sol superficiel et 3 quintaux en sol profond. Donc là, ce n'est pas négligeable. Et ce que l'on peut voir dans ce tableau, c'est que finalement, si on regarde trois périodes, une période historique, une période ancienne et une période actuelle, eh ben on voit que ces sommes de température supérieures à 25 degrés, eh bien elles augmentent. Que ce soit sur la région dijonnaise, où là on est en climat continental, mais aussi sur la région rennaise, où là on est en climat océanique. Tu peux dérouler. Donc, on voit qu'on a une augmentation de ces sommes de degrés au-dessus de 25. On voit qu'on a une augmentation de ces sommes de température tout au long des années. Et ce que l'on voit aussi, c'est qu'on a une augmentation en fait, de l'écart type qui leur est associé. C'est-à-dire en fait, que les températures deviennent de plus en plus variables. C'est-à-dire que là, en fait, on a un seuil à 25 degrés, mais on peut taper assez facilement beaucoup plus haut, on va dire, que 25 degrés. Tu peux finir de dérouler. Ce que l'on a regardé aussi, c'était finalement le stress hydrique qui était subi par notre févrole de printemps. Donc là, on a regardé, c'est un indicateur un peu grossier qui vous est présenté, c'est la somme des pluies moins le TP. J'ai dit que c'est un indicateur grossier parce que par rapport à un bilan hydrique, on ne prend pas en compte ni le stade de la culture, ni la réserve utile du sol. Mais ce que ça nous montre dans ce tableau, c'est qu'à Dijon comme à Rennes, et cette fois-ci que ce soit les valeurs historiques ou les valeurs actuelles, on a en fait des déficits hydriques à la floraison qui sont importants, puisque là, on a bien une somme de pluie moins TP qui est négative, c'est-à-dire que le TP est supérieur à la pluie. Et ce que l'on sait sur la févrole, c'est que la févrole est très sensible au manque d'eau. Comme emploi, en fait, ce que l'on va voir, qui va être la conséquence d'un stress hydrique, c'est la réduction d'un nombre d'étages. Et en fait, ce que l'on voit par rapport au poids, en fait, c'est que la durée de floraison est allongée et donc on a un besoin en eau qui est même plus important qu'en poids puisque la floraison est plus longue. Tu peux dérouler la diapo.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'effet des fortes températures qu'on avait eu juste avant, il est amplifié en cas de sécheresse. Donc, ce qui veut dire que finalement, tu peux passer à la diapo suivante, dans nos conditions actuelles de production, en fait, on a une augmentation des stress thermiques en fin de cycle pendant la floraison. Et on a un maintien du stress hydrique durant cette phase de floraison aussi. Donc, on aurait envie en fait de pouvoir designer un nouvel itinéraire technique qui nous permette d'échapper à ces stress-là. Et donc, ce qu'on avait envisagé, c'était de se dire, on va décaler la date de semis et on va tellement la décaler qu'on va essayer de semer en fait la févrole de printemps à l'hiver. Mais ce que ça nous a posé comme question, c'est de se dire, la févrole de printemps, à un moment de son cycle, en fait, elle va être sensible au gel, notamment. En fait, quand la plante dépasse le stade 4-5 étages de feuilles, elle va être sensible en fait aux températures qui seront inférieures à -5. Donc, ce qu'on a essayé de regarder, c'est finalement sur la période de floraison d'une févrole de printemps qui serait semée à l'hiver, donc entre le 15 février et le 30 avril pour prendre large. Est-ce qu'on a des risques de gel, donc de température inférieure à -5 degrés qui sont importants? Et ce que l'on voit, c'est que ce soit dans le passé ou même, et surtout, et d'autant plus aujourd'hui, ce risque de gel, il a tendance en fait à baisser au fur et à mesure des années du fait du réchauffement climatique. Donc on se dit que la stratégie de semer à l'automne, finalement, elle n'est peut-être pas si risquée que ça, et c'est pour ça qu'on a voulu la tester. Tu peux dérouler. Donc, ce qu'on a fait, c'est que là, sur les campagnes donc 2023 à 2025, on a constitué donc un réseau d'acquisition de référence, et notamment en fait sur l'année 2025, où grâce à plusieurs partenaires, donc qui vous sont cités ici, Terrena, la Chambre de Bretagne, la Chambre d'Île-de-France, la Chambre des Pays de la Loire, et Bio en Hauts-de-France, on a pu mettre en place donc des essais, soit des essais, j'allais dire, en micro-parcelles, soit des essais plutôt sous forme d'observatoire pour tester justement cette pratique. Donc, tu peux passer. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a comparé plusieurs variétés de févrole de printemps à 2 variétés de févrole d'hiver. Donc, soit Axel et Nairobi sur la plupart des essais, soit Axel et Diva, puisque là, sur notre essai qui était placé à Dijon, on a voulu mettre dans nos références de févrole d'hiver une variété qui était vraiment connue pour sa tolérance au froid. Les semis, ils ont été faits selon les années entre la mi-novembre et la mi-décembre. On s'est adapté aux conditions climatiques. Et en termes de densité de semis, on était entre 35 et 40 grammes mètre carré. Donc, je vous ai présenté nos févroles d'hiver. Donc, nos févroles de printemps, on a testé donc Naka, Synergie et Calas. Il en existe d'autres sur le marché des févroles de printemps. Mais aujourd'hui, disponible en bio, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'on a choisi ces 3-là. Tu peux passer. Donc, les questions que l'on avait par rapport à cette nouvelle pratique, c'est finalement par rapport à toutes nos hypothèses de départ, est-ce que notre févrole de printemps semée à l'automne, elle a été impactée par le gel? Est-ce qu'elle a réussi à éviter les stress thermiques et les stress hydriques durant la floraison? Et finalement, quel niveau de rendement on a obtenu? Donc, tu peux passer. Donc, pour répondre à la première question, donc tu peux passer encore, Oriane. Donc, ce que l'on a regardé, c'est est-ce que notre févrole de printemps, elle a été impactée par le gel? Alors, ce qu'on est allé faire, donc là, je vais vous présenter des résultats qui se concentrent sur notre essai de Dijon, parce que c'est là où on a eu quand même les plus grosses conditions de froid. C'est qu'on a regardé à la fois ce qu'on appelle les dégâts visibles, c'est-à-dire que quand vous allez dans une parcelle, vous allez pouvoir voir des symptômes, donc soit de jaunissement, soit de flétrissement de feuillage vitreux. Ça, ce sont les premiers signes en fait de gel sur la févrole. Et puis en fait, si le gel est vraiment sévère, ce à quoi ça va aboutir, ça va avoir des plantes qui vont devenir toutes noires, qui vont se nécroser, et là, on va avoir la mort de la plante. Entre les deux, ce qui va pouvoir aussi se faire, c'est qu'on va pouvoir avoir un gel de latex. Donc ça, c'est pas visible quand vous allez sur la parcelle, et là, il faut passer sur une observation à la loupe binoculaire pour pouvoir s'en rendre compte. Donc, sur notre essai de Dijon, en fait, on a suivi ces différents dégâts, et tu vas pouvoir passer à la diapo suivante, Oriane. Donc là, vous avez une photo de cet essai de Dijon, donc avec différentes modalités. Donc, c'est un essai qui a été semé à la mi-novembre, qui a été récolté donc début juillet, sur un sol relativement profond. Tu peux passer. Donc, ce que l'on peut voir sur cet essai de barge, qui est celui cette année où on a eu les températures les plus froides, c'est qu'en fait, sur le stade végétatif, donc sur le stade entre 1 et 2,5 étages de fleurs, donc on a subi des gels. Donc, c'est ce que vous pouvez voir sur le graphique des températures. Et donc là, on a pu voir des marques de froid avec ces fameuses couleurs jaunes des feuilles qui sont apparues. Et ce que l'on a regardé après, donc pendant la phase de stade florifère, donc entre 2,5
étages de feuilles et 6 étages de feuilles, c'est voir si on avait eu des marques de gel sur l'apex. Ce que l'on peut voir néanmoins, c'est que en fait, les moments où on a passé la barre des 5 degrés, même sur cet essai de Dijon, on était quand même plus sur notre phase végétative, où là, la plante était quand même relativement endurcie. Sur la phase florifère, on a eu des températures basses, mais qui n'ont jamais passé les moins 5 degrés. Tu peux passer. Donc, ce que l'on a regardé, c'est qu'on a fait 4 prélèvements, voilà, sur 2 mois. On a regardé, donc on a fait une observation visuelle, donc le jaunissement sur les févroles de printemps, et on a regardé le gel sur la tige principale. Et ensuite, il y a eu des observations microscopiques, voilà, sur le gel des tiges secondaires sur le gel des tiges principales, pardon, qui ont aussi été faits, donc sur 3 variétés de printemps et 2 variétés d'hiver. Tu peux passer. Donc, ce que l'on a, pardon, oui, une diapo qui est partie. Donc, ce que l'on avait pu observer donc sur notre essai de barge, c'est qu'on n'avait pas, on a eu des symptômes donc de jaunissement comme comme je vous l'ai dit. On a eu du gel sur apex, mais sur quelques variétés de printemps, mais pas toutes, et surtout sur un nombre très restreint de plantes. Ce que l'on a pu voir aussi sur le reste du réseau, c'est que on a eu aucune perte de pied, quels que soient les essais, c'est ce qu'on avait vu aussi sur la campagne 2023. Et malgré tout, on attend que ça soit confirmé donc par la prochaine campagne d'essai. Alors, est-ce que notre févrole a aussi réussi à éviter les stress durant la floraison? Donc, tu peux passer. Donc, si on refait un focus voilà, sur notre essai du 21, parce que là, ce qu'on avait fait sur notre essai du 21, c'est qu'on avait semé donc, nos févroles de printemps à l'automne et on a aussi semé des févroles de printemps à la date classique. Donc, j'allais dire là, à début mars sur cet essai-là. Ce que l'on peut regarder, c'est que sur Synergie et Calas, qui avait été semé donc, aux 2 dates, hein, donc soit à l'automne, soit au printemps, on a des dates de floraison pour notre févrole de printemps semé à l'automne qui naviguent entre le 13 avril et le 18 avril, alors que pour notre févrole semé au printemps, eh bien là, les dates de floraison sont beaucoup plus tardives, hein, c'est normal, puisqu'elles sont arrivées au 12 mai. Et ce que l'on peut voir, notamment sur la partie stress thermique, si vous regardez le tableau qui vous est présenté sur la droite, c'est que finalement, pour les semis qui se sont faits au printemps, si l'on reprend notre indicateur de stress thermique, donc la somme des températures au-delà de 25 degrés, bien, si on fait la somme cumulée sur le de début à la fin floraison, eh bien, on a une somme de température au-dessus des 25 degrés qui est de 84 degrés, alors que si on fait le même calcul cette fois-ci pour nos 2 variétés semées à l'automne, eh bien, cette somme de température, finalement, elle n'est que de 20 degrés. Donc là, si vous reprenez les chiffres que je vous ai présentés tout à l'heure sur les pertes de rendement associées donc à ces sommes de température au-delà des 25 degrés, eh bien, on voit que potentiellement l'effet sur le rendement il était beaucoup plus impactant pour nos févroles semés au printemps que pour nos févroles semés à l'automne. Tu peux passer. Encore. Donc on a regardé aussi ce que l'on a regardé aussi, c'est finalement l'impact que l'on a pu voir sur les composantes de rendement. Donc, sur cet essai, notamment du 21, ce que l'on a pu voir, c'est que ces stress thermiques avaient bien vraiment, j'allais dire, pénaliser la plante, et notamment en termes d'étage de plantes et de nombre de gousses par plante. Donc, vous voyez qu'en moyenne, il y avait quand même plus du double. Il y avait plus du double d'étage et plus du double du nombre de gousses par plante pour la févrole de printemps qui avait été semée à l'automne par rapport à la févrole de printemps semée au printemps. Tu peux avancer. Donc là, je vous ai présenté les résultats sur l'essai de barge, mais on a dans le reste du réseau, on avait aussi 2 autres essais où en fait la févrole de printemps avait été semée au printemps en comparaison du semis d'hiver, et on a retrouvé exactement les mêmes décalages de date de floraison, et on avait globalement le même classement variétal sur les dates de floraison, quels que soient les essais. Donc, ce qui nous montre que les résultats, en tout cas, voilà, de l'essai de barge nous paraissaient relativement robustes. Tu peux passer. Alors là, on avait regardé au départ le stress hydrique, et là, en fait, on va regarder le stress thermique. Donc, je vous disais tout à l'heure, je vous ai présenté un indicateur un peu grossi, un plumeau ATP. Là, on a regardé aussi le bilan hydrique de nos févroles. Donc, soit
pour le graphique de gauche, pour les févroles qui avaient été semées donc à l'automne, et pour le graphique de droite, pour les févroles semées au printemps. Donc, si vous regardez la ligne rouge, ça vous montre les températures. Et notamment, vous avez une ligne en pointillé qui vous montre la somme des températures supérieures à 25 degrés. Donc, on peut voir sur le graphique de droite par rapport au graphique de gauche qu'on a bien deux pics qui sont beaucoup plus marqués donc, pour nos févroles de printemps semées au printemps par rapport à celles semées à l'automne. Donc, on retrouve bien, là, ce que je vous disais tout à l'heure, l'impact du stress thermique. Par contre, si vous regardez en bas, et la courbe bleue donc, qui représente en fait l'évolution en fait de la réserve utile tout au long du cycle. Vous pouvez voir en fait là vous avez une petite ligne en pointillé bleu on appelle la limite de la réserve facilement utilisable par la plante. Et donc en fait quand on tombe en dessous de cette limite, il reste bien de l'eau dans le sol, mais on considère que cette eau est très peu accessible pour la plante. Et là ce que l'on remarque, que ce soit pour la févrole semée à l'automne, que ce soit pour la févrole semée au printemps, que finalement on est tombé en dessous de cette limite de RFU dans les deux cas. Donc, tu peux avancer. Donc finalement, là, on a eu un stress hydrique à floraison qui a été présent pour nos deux modalités et qui a pénalisé le rendement. Ça, c'est une certitude. Tu peux passer. Alors finalement, puisqu'on parle de rendement, on va voir un petit peu ce que l'on a obtenu donc, sur nos différents essais. Donc tu peux passer. Donc, sur l'ensemble du réseau d'essais, ce que l'on a pu obtenir. Donc, vous avez les résultats de la févrole de printemps et qui sont présentés en rose, et vous avez les résultats de nos deux variétés de févrole d'hiver qui sont présentés en bleu. Donc, ce que l'on peut voir, c'est que si vous regardez, globalement les chiffres, les variétés de févrole de printemps ne décrochent pas par rapport à nos références de févrole d'hiver, que ce soit Nairobi ou que ce soit Axel. Et même, on va dire, les variétés de printemps, donc Synergie et Calas, elles rivalisent, en tout cas, dans notre réseau d'essais, avec la variété Axel, qui est quand même aujourd'hui, notamment dans le Grand Ouest, la variété de référence en termes de performance. Et on a même Calas qui affiche le meilleur rendement moyen. Donc là, les résultats qui vous sont présentés là, ce sont des moyennes ajustées de rendement calculées sur l'ensemble du réseau d'essais. Ce n'est pas des moyennes arithmétiques. Et qui sont associés à on a pu faire des tests statistiques en fait sur ces différents niveaux de rendement et on voit bien d'ailleurs que Axel, Synergie et Calax sont vraiment dans le même groupe statistique. Il n'y a pas de différence significative de rendement entre ces trois variétés-là. Tu peux passer. Donc, en conclusion, donc ce qu'on peut dire, c'est que dans notre réseau d'expérimentation, en particulier sur notre essai de Dijon, qui était l'essai le plus à l'est et celui où on a eu les températures les plus basses, on n'a pas constaté de dégâts de gel sur la févrole de printemps semée en automne, que ce soit sur cette année, et ça entérine les résultats qu'on avait observés en 2023. Ce que l'on peut dire quand même sur la faisabilité du semis de févrole de printemps à l'automne, si l'on repart, sur les 10 dernières années en arrière, il y a eu on va dire que c'est un semis qui va être faisable au moins 4 années sur 5, puisque si l'on repart sur les 10 dernières années, on a eu quand même 2 années qui ont été compliquées avec des conditions pluvieuses assez importantes, qui ont quand même mis à mal les semis à l'automne. Mais voilà, ce n'est arrivé que 2 années sur 10, donc on peut dire qu'on a une faisabilité de la pratique normalement sur 4 années sur 5. Comparativement à un semis de printemps, pour les essais sur lesquels on avait fait la comparaison, la floraison de la févrole de printemps est arrivée en fait beaucoup plus tardivement que pour les variétés de printemps qui avaient été semées à l'hiver, donc elles ont été beaucoup plus exposées au stress thermique. Par contre, sur la partie stress hydrique, on n'a pas vu de différence entre nos deux modalités. Et à la fin, on va dire au niveau rendement, à date de semis équivalente, donc le niveau de rendement de la févrole de printemps semée à l'automne est pour le moment, en tout cas dans les essais de 2025, comparable aux variétés de févrole d'hiver. Donc, pour nous, vraiment, l'intérêt de cette pratique, elle réside, j'allais dire, dans des débouchés un peu spécifiques, que ce soit vers les monogastriques de type poule pondeuse ou vers l'alimentation humaine. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on travaille le semis de ces variétés de printemps à l'automne. Il faut savoir que dans les tuyaux, il y a aussi des variétés de févrole d'hiver qu'on à faible teneur en vicine-convicine, et on espère qu'elles vont arriver rapidement sur le marché. Et donc, quand elles arriveront, on les mettra bien sûr en évaluation, mais on ne les a pas encore. Donc, outre le débouché vers l'alimentation humaine, je voulais juste rappeler que, en tout cas pour en bio, pour le débouché vers l'alimentation animale, donc il est quand même majoritairement destiné donc, aux volailles et notamment aux poules pondeuses. Donc, le fait de pouvoir utiliser ces variétés de févrole de printemps semées à l'hiver, ça permet quand même de pouvoir mieux alimenter cette filière par rapport à ce qui est disponible aujourd'hui sur le marché. Et puis, en bio aussi spécifiquement, on va en parler juste après, mais il y a des débouchés qui s'ouvrent vers l'alimentation humaine et pour lesquels en fait le choix de ces variétés et leur faisabilité de semis
à l'automne permettrait d'ouvrir l'alimentation de cette nouvelle filière également. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup Cécile pour ta présentation très complète. Deux questions dans le chat. Alors la première, c'était plus maladie enfin question maladie et parasites. Quelles sont les maladies ou parasites qui posent le plus problème? Alors là, je pense que c'est une question axée sur la différence, sur le comportement maladie ou autre entre les févroles d'hiver semées en hiver, et les févroles de printemps semées en hiver. Alors, pour le coup, là, dans les réseaux d'essais, je ne voulais pas présenter, mais c'est vrai qu'on a suivi les différentes maladies qui ont pu s'exprimer sur les févroles. Alors, sans surprise, en fait, en sortie d'hiver, on avait quand même des pressions maladies assez importantes en botrytis et en ascophytose, qui se sont assez rapidement calmées, puisque en fait, on est passé sur un printemps sec, et on a eu sur certains essais, mais pas sur tous, des attaques de rouille qui ont pu être plus ou moins importantes. Ce que l'on peut dire, c'est que là, sur les différentes variétés qui ont été testées, il y a peut-être des petits soubresauts qui ont pu être vus entre certaines variétés, mais franchement, ça resterait à confirmer sur un réseau plus important. Mais de manière globale, on n'a pas vu de sensibilité plus importante de nos variétés de printemps, par exemple, par rapport à nos variétés d'hiver vis-à-vis de ces maladies. Et qu'en est-il des pucerons? Alors, pour le coup, pour cette année, sur les différents essais, il n'y a pas eu de pression pucerons vraiment très, très, très marqués qui nous ont été remontés. Il y en a eu, on en a vu, mais voilà, c'est quand même arrivé assez tardivement. Ouais, donc juste pour reprendre d'un point de vue général et hors essai, les maladies principales de la févrole d'hiver, c'est bien le botrytis d'abord, la scolytose un petit peu ensuite, et sur de la fin de cycle, de la rouille, qui sont les trois maladies principales. La févrole de printemps semée au printemps est moins sujette aux maladies, toujours moins de botrytis, toujours concernée par la rouille, plutôt sur de la fin de cycle. Par contre, la févrole de printemps semée au printemps est beaucoup plus sensible aux pucerons. Donc, on a pu observer entre des parcelles agriculteurs et hors essai des févroles de printemps qui étaient beaucoup plus touchés par des pucerons sur des stades précoces que des févroles d'hiver. Et donc la deuxième question, c'est par rapport aux densités de semis. Est-ce qu'il y a eu des essais, notamment en contexte séchant? Donc là, pour le coup, je pense que c'est plus de la févrole de printemps. En contexte sèche, excusez-moi, hein, j'essaye de repasser les différents contextes d'essai. On n'était pas en contexte de petite terre, voilà, que dans les différents essais. Non. Voilà, donc Je mentirais. les essais qui ont été implantés, on était bien sur des situations qui étaient plutôt de terre profonde, avec des réserves utiles ou des réserves facilement utilisables, en tout cas qui étaient relativement, je dis bien relativement importantes, puisque c'est des essais quand même qui étaient répartis France entière, Grand Ouest majoritairement, mais aussi dans l'Est de la France, donc des contextes qui sont quand même un petit peu différents. Merci Cécile pour ta présentation très complète encore une fois. Donc là pour le coup sans presque transition pour le coup, puisqu'on a vu la partie production de semences, donc avec Jérôme d'Axcéréal Bio avant, l'évaluation de ces variétés avec Cécile, et puis on va enchaîner tout simplement sur comment est-ce qu'on transforme ces graines pour pouvoir les manger derrière. Donc Sébastien, je te passe la parole. Merci Thomas, bonjour à toutes et à tous, et puis merci de l'invitation pour me permettre de partager en fait ce témoignage de l'UFAB en tant qu'acteur de l'alimentation humaine au travers de son activité ingrédients. Tout d'abord, donc l'UFAB, c'est une des filiales du groupe coopératif Le Gouessant, une filiale qui porte depuis 50 ans les activités autour des productions agricoles biologiques et qui défend en fait un leitmotiv de la coopérative et d'un positionnement, c'est d'accompagner un ensemble d'agriculture, donc une agriculture plurielle et durable, avec une vraie volonté de devenir et de rester un acteur
du cœur d'assiette. Donc ça, c'est un terme assez qui permet de regrouper nos volontés de développer, de défendre l'animal et puis de continuer à promouvoir la végétalisation de nos assiettes. Donc c'est vraiment l'enjeu de l'activité. Donc une activité ingrédient au sein du FAB. Donc l'UFAB, c'est une SAS qui est une activité de vente de produits et de services aux agriculteurs et aux éleveurs. Et depuis 2017, une activité de valorisation en alimentation humaine des protéagineux. Élément important dans la dynamique de ce projet et de cette activité, c'est que dès 2017, dans la continuité d'une volonté de reterritorialiser la production de protéines pour l'alimentation animale, comme on en a parlé à plusieurs reprises précédemment, il a été constaté que malgré tout, le poids et la févrole, d'un point de vue nutritionnel, ne sont pas des candidats majeurs pour l'alimentation des volailles, car relativement déficitaires en acides aminés soufrés. Donc on a recherché à valoriser ces poids et févroles sur des marchés potentiels et futurs, et celui qui était le plus présent et qui se préfigurait était vers l'alimentation humaine, notamment dans l'objectif d'en faire des ingrédients pour le cœur d'assiette. Donc, ce que j'ai voulu vous aborder dans ma présentation, c'est de la segmenter en deux. Parler, Oriane, vous pouvez passer très bien, sur la valorisation des protéagineux en alimentation humaine. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce que l'on attend? Qu'est-ce que l'on peut voir? Et puis derrière, je parlerai un peu des enjeux sous le sens de ma wish list, de ma liste de souhaits ou de la liste de souhaits de la filière alimentation humaine. Alors, je remets ici des chiffres qui sont qui ont déjà été abordés précédemment, mais je trouvais cette présentation assez intéressante sur les volumes des oléoprotéagineux. Pardon, et pourquoi je dis oléo? Parce qu'on a le soja qui est une graine oléagineuse. Et pour reparler un petit peu des niveaux de collecte français sur la campagne 2021-2022, avec ce que je trouvais intéressant au-delà de l'échelle des quantités collectées, c'était aussi dans les cercles que vous voyez sur le bas, la proportion de collecte bio. Donc on voit quand même qu'il y a, alors ces chiffres mériteraient d'être réactualisés, notamment par rapport à la dynamique de mise en culture que Madame Ortega a initiée au démarrage. Mais on a une avance assez forte du soja, de la févrole, du pois chiche et de la lentille en production biologique, et beaucoup moins disponible pour le pois ou le lupin. Les propriétés majeures, on en a parlé un petit peu sur des angles très techniques, mais moi ici je vous retraduis un petit peu les propriétés attendues par le secteur de l'alimentation humaine, et dans le sens aussi des claims par rapport à toute leur politique RSE. Ce sont des cultures adaptées aux conditions pédoclimatiques métropolitaines, ce qui permet d'envisager une reterritorialisation et des approvisionnements sur le territoire français. Ce sont des pratiques culturales qui ont une faible empreinte, notamment par la limitation ou la non-intervention d'un amendement azoté, donc qui en fait c'est un contributeur très fort pour réduire l'empreinte carbone de la culture et donc des produits finis qui en découlent. Conservation relativement facilitée, une transformation, vous en avez parlé, et je vous ferai le détail de la voie que nous avons sélectionnée et choisie au niveau du FAB, et surtout des propriétés par leur teneur nutritionnelle d'intérêt sur la graine globalement et sur les produits issus de son fractionnement. Donc forcément, ce sont des graines riches en protéines, qui sont contributrices en fibres, et vous savez que c'est un critère nutritionnel d'importance, des minéraux et des glucides. Je ne pouvais pas mettre glucides pour le soja, donc j'ai mis barre lipides, parce que le soja ne contient pas des glucides de réserve dans le sens des amidons que contiennent le pois et la févrole ou le pois chiche. La slide suivante.
Je voulais remettre à la fois en perspective ces volumes de collecte et puis aussi les volumes de distribution sur les 2 réseaux de distribution pour voilà, essayer de se mettre en perspective un petit peu. On parle de pratiquement en 2021-2022, collecte 2022, 900 000 tonnes de collecte. Voici ici les volumes en vente sur l'alimentation humaine, sur les 2 réseaux. Donc on parle du secteur le plus important, c'est le réseau le plus important, le commerce de détail et la vente de légumes secs à pertiser et aussi en tartinable. Bon, c'est un regroupement. Avec des parts de bio qui sont relativement faibles, hormis pour le soja, mais sur le soja en commerce de détail, c'est un volume conséquent avec une part de bio conséquente du fait surtout des boissons et desserts végétaux. Alors il y a les 2 secteurs et 2 segments de produits qui nous intéressent particulièrement au niveau de l'UFAB dans notre activité, ce sont les alternatives végétales et le marché du snack apéritif, qui est un marché qui nutritionnellement est discutable, mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais par contre qui est un marché ultra dynamique en innovation, en création de valeur. Pour preuve, vous regarderez le rayon chips et snacks lors de vos prochains passages en grande surface et vous verrez que c'est un marché qui explose et qui se développe énormément. Slide suivante. J'ai voulu reprendre ça parce que je trouve que c'est des bons indicateurs pour nous tous sur l'ensemble de la filière. C'est le baromètre consommateur Terrinovia Protéines France qui a été réalisé publié en 2023 pour 2022. Et je trouvais avec des éléments, bien sûr, quand on interroge des consommateurs, on a des intentions et pas forcément des traductions en action, mais je trouve qu'il y a des signaux très intéressants qui montrent un changement d'habitude alimentaire. Notamment pour différents leviers. Donc là, cette enquête a été faite en 2022 au pire du démarrage de l'inflation alimentaire. Donc forcément, une des causes de transition et des changements d'habitude alimentaire, c'était le prix. J'y reviendrai, mais vous allez voir que c'est un des enjeux, forcément, avec des notions d'équilibre nutritionnel et de ne pas sacrifier la naturalité de ce qu'ils mangent. Donc il y a le manger équilibré, le manger varié. Et un très bon indicateur pour nous tous, c'est la traduction, c'est qu'il y a une hausse déclarée de consommation et d'achat de légumes et de légumineuses. Et ceci est plutôt dans la continuité d'une appréciation très positive des protéines végétales brutes, c'est-à-dire parce qu'elles sont identifiées pour 2/3 ou les 3/4 des interrogés bonnes pour la santé, naturelles et contribuant à une alimentation équilibrée. Le facile, de mon côté, je témoigne que le facile à préparer me semble quand même relativement suspect parce que c'est une objection qu'on peut retrouver sur les légumineuses et les légumes secs, en particulier de temps en temps. Slide suivante. Ici, je voulais vous montrer un ensemble d'innovations ou d'exemples de produits, parce que certains ne sont plus des innovations, parce que déjà sur le marché depuis un certain temps, mais qui montrent comment les légumineuses et les produits à base de pois et ou de févrole, je vous ai mis aussi des exemples avec pois chiches, par exemple, peuvent pénétrer l'ensemble de notre repas et de nos cuisines. Alors souvent, ici, vous le voyez sur un segment du plat cuisiné pour les 2 du haut en à gauche, hein, avec un chili sin carne qui contient un hachis végétal de pois ou un hachis végétarien qui, lui, est fait à base de févrole et de pois. Ça, c'est pour le plat cuisiné, réchauffable, micro-ondes ou four. Ou alors, on a aussi des produits prêts à l'usage, type tartinable, avec du pois chiche et des févroles. Ou alors le monde très dynamique et le secteur très dynamique des boissons, et notamment les boissons protéinées. On voit ici que Björg a lancé une boisson protéinée bio. Alors tous ces produits sont bio, bien sûr, à base de pois jaunes. Donc toujours pour les notions de richesse en protéines. Et le segment du snack,
apéritif ou sucré ou salé, pardon. On voit 2 exemples ici avec des cookies aux légumineuses ou des gâteaux, des snacks apéritifs à base de pois chiches et de févrole. Donc, vous voyez que et c'est un indicateur intéressant du dynamisme et de l'intérêt du consommateur et de l'innovation ou de la création de produits. Alors, savoir que l'innovation en produits alimentaires, il y a une rotation très très forte et beaucoup de produits ne survivent pas au déréférencement hein, ils peuvent subir. Mais il y a une innovation très très forte et après, il y a des bons signes hein, sur 2024, notamment et début 2025 avec de nouveau une augmentation du nombre de nouvelles références à balles de légumineuses, notamment après 2 années d'inflation alimentaire qui ont un petit peu limité l'émergence de nouveaux produits dans les rayons. Donc c'est plutôt un bon indicateur du débouché de l'intérêt pour les produits et protéagineux notamment. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, au niveau de l'UFAB, notre engagement, c'est de par notre filiation avec la coopérative Le Gouessant et de nos métiers d'accompagnement des agriculteurs, la volonté de valoriser des légumineuses françaises avec un approvisionnement prioritairement auprès des agriculteurs du Grand Ouest. Mais comme l'a dit M. Fillon tout à l'heure sur la zone axéréale où ils utilisaient la diversité de la zone, les diversités géographiques pour gérer le risque, nous réalisons la même chose sur l'achat aussi. Nous collectons auprès des agriculteurs adhérents de la coopérative ou clients du FAB, mais aussi complétons nos achats de pois et de févrole sur d'autres secteurs métropolitains, donc avec exclusivement de la légumineuse française, bien sûr. On a fait un choix aussi de travailler sur un process qui préserve la naturalité des graines, donc avec une transformation qui soit uniquement mécanique et thermique, pour des procédés qui soient respectueux de la naturalité. C'est un attendu très très fort de la part de la chaîne alimentaire. Donc c'est un choix, vraiment un choix fort qui nous limite certains accès à des marchés, mais qui reste plutôt positif et attendu par le consommateur. Et un autre choix fort, c'est de travailler sur un site sans additif, n'utilisant aucun additif dans la transformation, recours à une très faible quantité d'eau, par conséquent, pas de produits OGM. Et alors, ça peut paraître anecdotique, mais sur un site sans ingrédients allergènes, est-ce qui, dans les conditions de culture, notamment culture associée d'une céréale et de pois sur nos contrées du territoire de l'Ouest, peut être un vrai défi, parce que assurer à une protéine de pois une garantie sans gluten, alors qu'au champ, on a une culture associant une céréale et le pois, c'est un vrai défi de collecte, de traçabilité, de nettoyage pour enlever la totalité des grains de blé qu'on peut retrouver dans le mélange. Donc c'est un véritable engagement. Slide suivante. Donc comment ça se matérialise? Eh bien, l'UFAB s'est équipé et a installé une usine sur le site de Noyelles-sur-Vilaine, hein, qui est, comme l'expliquait Thomas tout à l'heure, j'y suis actuellement, qui est positionnée à l'est de Rennes, sur l'axe Rennes-Paris. C'est un site agroalimentaire qui a été réhabilité, dans lequel on est venu y installer 2 ateliers, ce que j'aime appeler un moulin en première étape, et ensuite un atelier de cuisson-extrusion. Ce site, forcément agissant sur les domaines de l'alimentation humaine, a les certifications indispensables agriculture biologique, de par notre engagement initial, et notamment de sécurité alimentaire avec le FSSC 22000, qui est une des certifications GFSI. Slide suivante. Donc, comment nous procédons? On a d'abord une première étape de transformation mécanique hein, dans ce qu'on appelle le moulin, où à partir de graines de pois et de févrole, donc nous ne traitons aucune autre légumineuse sur site. Nous profitons, comme le disait M. Fillon, de la fragilité un petit peu de ces légumineuses pour faciliter leur décortiquage. Hein.
Donc nous, on cherche pas on cherche à avoir une chute verticale pour faciliter la séparation des pellicules et des amandes notamment. Donc on a un broyage et puis une séparation après un broyage très très fin. En fait, on joue sur la différence de densité des particules une fois broyées, c'est-à-dire que les agglomérats qui sont plutôt riches en protéines versus les agglomérats riches en amidon ont des densités massiques différentes. Et sur un flux aérolique, on arrive à d'un côté extraire le plus léger, ce sont les farines riches en protéines, et le plus lourd, ce sont les farines riches en amidon. Donc grâce à ce procédé, on arrive à concentrer par 2,5 la farine riche en protéines versus la valeur de protéines de la graine initiale. Donc on passe d'un poids à 20 à un concentrat ou une farine riche en protéines de poids à 50% et de 25 à 60 pour la férole. Ces produits en farine nous permettent, je vais retourner juste avant. Voilà, yes, merci. Nous permettent de commercialiser ces produits-là sur le marché du BV, de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie ou sur les fabricants de plats cuisinés pour différents usages et en raison de leur fonctionnalité. Autre application, forcément, et application principale, c'est que ces produits ensuite rentrent dans notre ligne de cuisson-extrusion pour leur donner une forme. Donc on passe d'une farine à une forme et on parle de texturer lorsqu'on a des composés riches en protéines et on parle plutôt d'expansé et de croustillant lorsqu'on est des produits qui contiennent plutôt des fractions conséquentes d'amidon. Je dirais au-dessus, le texturé, c'est les alternatives végétales type simili-carné, j'aime pas le terme, mais c'est ce qui parle le plus aux personnes. Et puis toute la partie croustillant, c'est plutôt être du monde du snack. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, alors, sur la partie texturée, je voulais juste mettre ça pour que les gens comprennent entre de la farine, des PVT, donc protéines végétales texturées, et ce que nous, on peut être amené à manger. Ici, je vous ai remis rapidement un petit schéma du procédé de mise en œuvre qu'on peut faire dans une cuisine, dans votre cuisine ou chez un industriel, non pas dans un bol, mais dans une ligne de production. Les PVT sèches ont juste à être hydratées, voire agrémentées, hydratées dans un bouillon de légumes ou dans un mélange avec une sauce soja ou avec une émulsion, aromatisées, sont à cuisiner, assaisonner et puis dresser avec un accompagnement, de manière à remplacer une portion protéique dans un cœur d'assiette, remplacer ou compléter. Et grâce à ça, on arrive ici, je vous ai mis quelques photos, il est bientôt midi, la fin va venir, d'applications qu'on a suggérées, la traditionnelle aide culinaire tomatée pour faire des bolognaises, des chilis végé, donc tout à l'heure on voyait un chili sin carne, ou alors des produits texturés de taille plus conséquente pour faire des tacos, des garnitures de tacos, ou alors même des bouchées pour venir en topping dans des céréales type Pokéball, comme vous pouvez le voir. Donc vraiment autour du végétal, nous on fait des ingrédients texturés le plus neutre possible en goût, je dis le plus neutre, et que derrière, nous on s'occupe de la texture, le goût c'est toujours le client. Slide suivante. Donc, voilà les usages et comment nous, on valorise des pois et des févroles en alimentation humaine. Et ce que je voulais, c'était retémoigner un petit peu des enjeux de la création d'une filière févrole-pois en agriculture biologique et notamment au travers de tout ce que nos clients peuvent nous demander. Slide suivante. Alors, il y a des opportunités extra fortes. Alors, j'ai mis un S où on peut en lire qu'une ou deux, on les regroupe. Il y a vraiment une conscience générationnelle, sociétale, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, alimentation, santé, climat. C'est hyper fort. Je vous ai mis ici, à gauche, vous avez l'empreinte carbone moyenne en France, où on voit que la part d'alimentation est conséquente.
et je ne parlerai pas de la part du transport, mais que si on doit réduire notre empreinte carbone, il y a des leviers conséquents dans cet équilibre, et que ça prend son origine aussi dans une volonté de revoir la manière dont sont composées nos assiettes. Et comme l'a publié tout récemment, au début du mois, le Lancet, qu'il y a une proposition d'un régime alimentaire pour la santé planétaire. Et donc, au travers de tout ça, il y a une volonté des chaînes alimentaires de distribution de produits alimentaires, de distribution de GMS, et l'ensemble de la société pour proposer une alimentation, une transition alimentaire avec des solutions. Et donc, il faut s'appuyer sur cette conscience et ce besoin pour faire la promotion des protéagineux et de leur transformation possible pour les faire rentrer dans nos assiettes. Slide suivante. Donc, j'ai voulu vous le présenter sous forme, on parle de filière, donc j'ai mis différents segments et dans lesquels j'ai voulu représenter le déclencheur et puis derrière les enjeux que nous on perçoit. Donc au niveau de, j'ai fait un regroupement peut-être, excusez-moi, qui est peut-être grossier, mais je voulais, c'est la vision que retransmet la filière et nos clients. Il y a vraiment une opportunité pour développer les productions agricoles durables, répondant, comme je le disais juste avant, aux exigences de la transition alimentaire. Il y a, dans le contexte géopolitique qu'on a, il y a un véritable enjeu de renforcer l'indépendance alimentaire ou alors retravailler notre autonomie et notre des enjeux de relocalisation des approvisionnements en protéines végétales et surtout aussi d'asseoir des durabilités des modèles agricoles. Les cultures de protéagineux sont des vraies opportunités pour la biodiversité des cultures, l'inscription dans les rotations. Autour de la visio, il y a de nombreux agronomes, je pense que je n'ai pas besoin d'en faire la promotion. Vous en êtes convaincus. Mais dans durabilité, moi j'entends économie, transmission des exploitations, contractualisation. Alors, quels sont les enjeux vraiment? Je pense qu'il y a un véritable enjeu sur l'adaptation des variétés aux attentes du marché food. Aujourd'hui, sur les inscriptions des variétés, on voit beaucoup d'indicateurs de production, mais je vois très peu d'indicateurs relatifs à la transformation et à l'usage en alimentation humaine. On va nous attendre sur les off-notes. Les off-notes, c'est les notes aromatiques gustatives qu'on peut obtenir en dégustant certaines variétés de pois et de févrole. Les facteurs antinutritionnels, tout à l'heure vous avez parlé de la vicine, la convicine, qui pose le pavisme, mais il y en a d'autres sur lesquels on peut être sollicité. Le goût et la durabilité. Donc la durabilité, la résistance au changement climatique, et donc ça c'est aux effets du changement climatique, et de la production, forcément, performance, rentabilité. On est bien d'accord que si on crée une filière, voilà, l'ensemble des acteurs et les producteurs doivent être sécurisés sur un maximum sécurisé sur la pérennité de leur production. Adaptation des pratiques culturales, voilà, comme je le disais tout à l'heure, nous on a fait les engagements de travailler sur du sans gluten. Il faut essayer sur les cultures associées d'être capable d'associer une autre culture qu'une céréale avec un protéagineux. L'enjeu des semences certifiées versus semences fermières. Quand on est sur une filière, je pense que et qu'on en attend une sécurité sur la qualité et les variétés utilisées, on a besoin d'avoir des sécurités sur cet enjeu-là. Et puis aussi qualité et quantité. Bon, voilà, les productions agricoles sont exposées à des variabilités saisonnières. Vous le savez mieux que moi, mais les filières ont besoin de pouvoir s'engager. Et lorsqu'on discute avec des sociétés de restauration collective, on discute en 2025, ils nous demandent des garanties sur notre capacité à fournir tel produit de telle origine et telle qualité sur X restaurants. Et on a besoin de garanties sur les quantités. La slide suivante. J'ai regroupé ensuite collecte, transformation, distribution. Alors, il y a une véritable opportunité, voire peut-être même une difficulté, de valoriser des offres diversifiées de légumineuses.
parce que des fois, il y a une inadéquation entre le débouché et la zone de collecte, la surface engagée, le silo de collecte. Donc, il y a vraiment en enjeu, depuis le champ, d'être en mesure d'assurer une traçabilité et une augmentation de qualité, des exigences qualité croissantes. On parle de l'agricole et on va vers l'industrie agroalimentaire. Donc des outils de collecte et de transformation qui sont adaptés et des initiatives et des flux cohérents. Et là, je veux mettre en exergue deux situations qu'on a rencontrées avec des initiatives ultra locales, où on a des départements ou des communes qui veulent des produits dans leur cantine qui viennent de la transformation des protéagineux d'agriculteurs de la commune. Techniquement, ce n'est pas possible. Techniquement, c'est compliqué à l'échelle de nos activités. Faire du légume sec, envisageable peut-être, mais des protéines végétales texturées comme nous le faisons pour végétaliser un cœur d'assiette, c'est relativement compliqué. La mise à l'échelle est compliquée. Et puis aussi, il y a un enjeu, c'est la valorisation des coproduits, parce que sur la présentation de notre procédé, vous avez vu que la valorisation des protéines était destinée à la fabrication de protéines végétales texturées. Les fractions amidon et coque, elles, sont conséquentes, ont moins de valeur et valorisées sur des marchés qui sont de plus faible valeur. Donc ça, c'est un véritable enjeu de rentabilité pour les industries. Et la slide suivante, pour le consommateur, je vais passer, parce que j'en ai parlé, des farines avec des propriétés nutritionnelles et fonctionnelles, vous l'avez vu. Il y a une opportunité avec de la mode de la protéine. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a protéines partout, les yaourts, les barres de céréales, on met de la protéine partout. Il y a une véritable enjeu. La protéine qui n'est pas forcément toujours clean label. Donc les protéagineux ont leur carte à jouer pour devenir des contributeurs protéiques reconnus par les consommateurs en attente. Et les grosses attentes du consommateur, je l'ai mis, le goût, le prix. Et n'oublions pas le plaisir et la praticité. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que la praticité des légumes en préparation, je suis assez circonspect. Mais vraiment, ce qui compte, c'est le goût, le prix, le plaisir. Honnêtement, il faut absolument qu'on arrive à retrouver du plaisir et dans l'assiette lorsque un consommateur va intégrer des produits utilisant des légumineuses. Il y a un enjeu de formation et de pédagogie en cuisine, comment on cuisine des protéagineux, des végétaux, du végétal. La cuisine végétarienne est encore un petit peu stigmatisée, même auprès des formations CAP, BEP en cuisinier. Et aussi un enjeu de communication non clivante, ça c'est vraiment fondamental. Il ne faut pas opposer les végétaux et la cuisine végétarienne et les alternatives végétales à la viande. Ça, c'est un enjeu de communication qui est fondamental. C'est complémentaire et on aura besoin de tout. Et puis, pour conclure, je sais même pas, c'est pas des enjeux, c'est vraiment un défi. Mais j'enfonce une porte ouverte, mais c'est clair qu'il y a un défi de structuration de la filière, de bien synchroniser, pas faire des erreurs. J'ai cru comprendre que les filières lentilles avaient pu le faire à un moment où les besoins, la production avait été excédentaire par rapport aux besoins, et l'année suivante, le besoin était lui en croissance, mais la production n'était plus là. Donc vraiment synchroniser ces développements en production, besoin, structurer les flux du champ à l'assiette pour vraiment valoriser et écraser les variations de rendement qui sont parfois pénalisants sur le prix. Et puis sécuriser la filière avec une trajectoire triptyque, je l'ai appelé comme ça, mais volume, prix et qualité. Et dans prix et tout ça, on peut sous-tendre contractualisation pluriannuelle de la part d'opérateurs comme nous et d'autres le font déjà, pour engager les agriculteurs dans une logique de continuité pour leur rentabilité, pour la durabilité et aussi pour l'efficacité et le développement de nos industries. Et je pense avoir tenu juste ce qu'il fallait, Thomas. Je suis à votre écoute si vous avez des questions.
Paf, pardon. Oui, donc on est tout pile au timing, donc c'est parfait. Donc en t'écoutant, je me suis rendu compte qu'il me manquait une petite, enfin qu'il manquait quelques étapes évidemment à ce webinaire hein, sur une filière, mais notamment la partie obtenteur, obtention, là où on est sur de la création variétale, pour la partie adéquation entre la variété, les capacités technologiques aussi, et comment intégrer ça dans des programmes hein, de création variétale, etc., etc. Ce sera peut-être une intervention lors du prochain Proléo Bio, malheureusement ce ne sera pas aujourd'hui. Alors, il y a une question dans le chat, notamment sur la partie, je pense que c'est la partie sanitaire hein, qui est vue hein, sur les produits que vous proposez, notamment sur est-ce qu'il y a eu des problèmes de mycotoxines? Alors, les mycotoxines qui sont un problème récurrent hein, sur certains produits, je pense à certaines céréales, je pense au maïs aussi pour de l'alimentation animale, évidemment. Alors, est-ce que c'est le cas sur les févroles et les pois que vous collectez? Eh bien, non, non. Après, on a une sélection, hein, effectivement, des lots qui est conséquente, mais je pense que ce n'est pas, pois et févroles sont pas excessivement exposés à la fusariose et aux autres champignons. Et tous les contrôles qu'on a faits n'ont pas révélé de niveau de contamination notable. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas exprimé, mais c'est en tous les cas, on n'a eu aucune question sur ce sens-là, et nos contrôles montrent que ce n'est pas un, un risque. Et pour compléter la réponse hein, de Sébastien, effectivement, les grains des protéagineuses sont protégés au champ dans une gousse, ce qui empêche un certain nombre de pathogènes de pouvoir s'installer sur le grain derrière. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Donc moi, je vais poser juste une petite question dessus. Donc il y a eu beaucoup de communication sur la partie ultra-transformation de l'aliment récemment. Comment est-ce que vous orientez vos produits par rapport à cette thématique, hein, thématique de société pour le coup? Ben, effectivement, c'est un vrai sujet d'actualité. Alors, et déjà, nous, on a fait le choix, l'ultra-transformation, c'est une classification qui est critiquable, qui est critiquée par l'ANSES. On peut être d'accord ou pas, en toujours est-il que c'est un élément important de l'appréciation des produits. Nous, on a fait le choix déjà de travailler sur des produits qui n'intègrent aucun, on n'utilise que des farines, du pois et de la févrole. Donc on n'utilise aucun additif, aucun texturant. C'est là en cuisson-extrusion que se fait l'ensemble du travail. Pour autant, malgré l'utilisation de farine native d'un procédé de concentration mécanique qui n'utilise ni de chimie, contrairement à d'autres procédés par voie aqueuse, du fait de l'extrusion, nos ingrédients sont classés ou sont considérés ultra transformés. Alors après, je pense que c'est nos ingrédients. Après, il faut distinguer l'ultra transformation et l'ultra formulation. C'est un terme que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il représente un petit peu plus la complexité que peut avoir un plat cuisiné qui contiendrait beaucoup d'additifs, des fibres peut-être exotiques parfois, ou de la cellulose modifiée pour faire un effet texturant. Et donc là, j'aime, on n'est pas du tout sur le même domaine et à la même niveau de la chaîne de valeur, mais nous, on fait tout en sorte pour que nos produits ne soient pas considérés comme euh, au moins ultra formulés du moins. Merci. Et une petite question qui arrive là à l'instant. Alors, la question, c'est le prix producteur moyen. Je pense que au-delà du prix producteur moyen poids et févrole, c'est plutôt quelle valorisation pour le producteur sur des légumineuses à graines, alimentation humaine. Bah, aujourd'hui, notre activité a démarré de texturation a démarré en 2022.
Donc on monte en puissance sur les volumes engagés et leur sécurisation et l'orientation vers des variétés dédiées s'accompagne effectivement d'une prime, si on peut dire, alimentation humaine. Par contre, je n'en dévoilerai pas le montant dans ce webinaire, vous le comprendrez. Non, non, c'est dans un environnement quand même concurrentiel. Exactement. Donc, et une petite dernière question avant de clore, je pense, hein, ce webinaire. Donc, on a parlé variétés beaucoup, hein, au sein de ce webinaire. Donc, ce sont bien des variétés spécifiques pour la févrole sans vicine, convicine que vous recherchez, et une Oui, typologie de poids aussi particulière. Et il y a la oui. question de la contractualisation avec les agriculteurs. Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est dans les tuyaux, ou alors c'est, je veux dire, C'est dans les tuyaux, on l'a pas posé concrètement sur la durée. Il faut trouver un compromis entre la durée souhaitée par nous-mêmes et ce que les agriculteurs veulent engager. Bon, on va être sur des bases entre 3 et 5 ans. À moins, je pense que en culture de légumineuses, ce n'est pas entendable, compte tenu du risque et de la variabilité annuelle. Et dernière question, et après on clôt, promis, est-ce que vous avez fait des tests au niveau des variétés sur tout ce qui est gustatif, notamment? Alors, oui, on a fait des tests. Alors, c'est assez délicat de le traduire jusqu'à la protéine végétale texturée parce que dès qu'on fait un test, c'est plusieurs tonnes. Donc, par contre, on le fait, le test dégustatif au niveau des farines. Alors déjà, tous les produits de la semaine sont dégustés tous les vendredis et on a une appréciation aussi des farines qui sont obtenues et qu'on peut obtenir aussi à partir d'échantillons. Donc là, on commence à avoir une appréciation gustative assez nette de ce qui est acceptable ou moins acceptable. Mais ce que je voudrais ajouter quand même, c'est que sur la partie dynamique et des enjeux et sélection variétale, on a vu dans nos scopes et dans l'acceptation des consommateurs et de nos clients, on est passé aujourd'hui majoritairement sur un équilibre d'un produit qui contient 2 tiers de poids et 1 tiers de févrole. C'est un moyen de gérer un meilleur compromis entre la texture recherchée, l'équilibre nutritionnel et aussi le gustatif. On ne ressent pas l'amertume et l'astringence que les tanins de la févrole peuvent amener lorsqu'on a cette combinaison-là, versus un produit qui contiendrait 100% de févrole. Là, je suis un peu plus... Il n'y a que les Allemands, en fait. C'est entre nous, mais le marché allemand demande du produit avec une base majoritaire févrole. Ils n'aiment pas le poids. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais par contre, sur le marché français, l'équilibre poids-févrole, c'est un équilibre qui semble être plutôt très très intéressant et très apprécié. Ok, bah, écoute, merci pour tes réponses. Pour le coup, je pense qu'on a fini sur ce webinaire. On a fait le tour un petit peu de la filière. En conclusion, évidemment, bon, on a vu la production de semences, on a vu l'évaluation des variétés, on a vu évidemment la filière qui se met en place derrière jusqu'à la consommation et le consommateur que nous sommes tous, dans un contexte quand même, hein, économique de production et évidemment, hein, de production agricole France et au-delà de ça, puisqu'on ne touche pas forcément que le marché français, mais aussi le marché allemand et européen, voire au-delà pour de l'exportation. Et aujourd'hui, avec des signaux qui reviennent un petit peu au vert, donc le soleil brille, continuons un petit peu dans cette direction. Donc dans les événements à venir, on va toujours parler de la févrole, hein, pour le webinaire, pour revenir un petit peu plus en précision sur cette culture en agriculture biologique, hein. Donc là, pour le coup, ce sera le 20 novembre prochain, et avec des événements en présentiel aussi, avec un colloque qui est celui de produire des légumineuses à graines pour les filières durables, et toutes les réunions techniques Terrinovia au cours de l'automne et pendant l'hiver. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à tous et un bon appétit.